Opération éclair sur Rabaul. Comment les porte-avions US ont paralysé l'ennemi. À la fin d'octobre de l'année 1943, le vice-amiral William Halsey fut informé d'un mouvement inhabituel des navires japonais, lesquels convergeaient vers Rabaul pour renforcer leur position. L'archipel de Bismarck, avec ses 2 cités principales et ses 5 vastes aérodromes datant d'avant-guerre, devenait soudain l'épicentre d'une opération qui engloberait terre, mer et ciel. Les États-Unis, galvanisés par leur succès récent dans les îles Salomon et portés par une nouvelle génération d'aéronefs et de porte-avions, décidèrent d'affronter l'ennemi de front, avant même que celui-ci ne lance son propre assaut sur les lignes alliées. Ce furent les préparatifs qui définiraient le succès de l'opération. Les équipages regroupaient des spécialistes ayant survécu à la bataille de la mer de Corail, à celle de Midway et aux violents affrontements de Guadalcanal. Chacun d'eux savait que la marge d'erreur serait infime et que la moindre hésitation pourrait coûter la vie à des dizaines de camarades. Sur les ponts du USS Saratoga et du USS Enterprise, 2 mastodontes de 27 000 tonnes chacun, les jeunes aviateurs observaient la mer en silence, méditant leur mission imminente. Les avions qui équipaient ces navires de guerre étaient le fruit des plus récentes avancées de l'industrie militaire américaine. Des Grumman F-6F Hellcat, des Douglas SBD Dauntless, ainsi que des Avenger, à la robustesse éprouvée, chaque appareil chargé de bombes et de torpilles redoutables. Les pilotes, formés au plus strict, connaissaient chaque seconde décisive d'une attaque. Leur méthode reposait sur la rapidité et la coordination parfaite, ainsi que sur l'effet de surprise que l'aube promettait de leur offrir. Le matin du 5 novembre, alors que la nuit recouvrait encore la baie de Rabaul, la Task Force 38, constituée de 167 appareils, s'élança dans un silence presque fantomatique. Les escadrilles progressaient à basse altitude, profitant du couvert des nuages et de l'obscurité pour éviter les projecteurs et la DCA japonaise, particulièrement puissante autour des 5 aérodromes et dans le port protégé par des croiseurs lourds et légers, des destroyers et une myriade de cargos ravitaillant la flotte impériale. À bord de chaque avion, les pilotes récitaient mentalement le plan d'attaque, visualisant chaque objectif. Couler le maximum de navires, neutraliser les batteries anti-aériennes, et surtout frapper vite, puis disparaître avant que les chasseurs japonais, les redoutables Mitsubishi A6M0, n'organisent la riposte. La tension montait de minute en minute. De l'autre côté du front, les commandants japonais organisaient la veille, concentrant toutes leurs ressources sur la défense du port. Des milliers de soldats scrutaient le ciel, redoutant l'arrivée prochaine des forces aériennes alliées. Plusieurs destroyers, croiseurs et cargos mouillaient dans la baie, certains encore en cours de ravitaillement, alors que la rumeur d'une attaque commençait à circuler parmi les officiers. C'est alors que la première vague américaine, venue du nord par le canal Saint-Georges, entra dans l'histoire. 97 appareils s'abattirent sur le port de Rabaul de manière foudroyante. Les Hellcat plongèrent sur les croiseurs, les Avengers filèrent vers les navires de soutien, les Dauntless se lancèrent dans des piquets vertigineux sur les batteries anti-aériennes. Sous une pluie de bombes et de torpilles, la flotte impériale fut prise de court. Les Japonais, malgré l'intensité de leur défense et le feu nourri de leur artillerie anti-aérienne, virent plusieurs de leurs navires encaisser coup sur coup des frappes dévastatrices. L'effet de surprise fut total, laissant l'ennemi sidéré face à la détermination et à l'ingéniosité des forces américaines. Mais l'opération ne se limitait pas à frapper fort. Il fallait aussi assurer la protection des troupes alliées en route vers Bougainville, l'une des prochaines cibles stratégiques du Pacifique. Chaque minute comptait, et les aviateurs américains savaient que l'issue de l'affrontement déciderait du sort de milliers de soldats, sur mer comme sur terre. Alors que les vagues successives de bombardiers et de chasseurs entamaient leur trajectoire de retour vers les porte-avions, la baie de Rabaul s'embrasait, projetant des lueurs sinistres vers le ciel matinal. Les croiseurs lourds, culminant à près de 12 000 tonnes, et les destroyers de près de 2 500 tonnes, étaient soit endommagés, soit en flammes, incapables de répondre à l'assaut aussi rapide que mortel. L'histoire retiendra ce matin comme celui où la flotte américaine démontra la puissance de son aviation embarquée, et où les fortifications de Rabaul commencèrent à tomber, ouvrant la voie à de nouveaux succès alliés dans les eaux du Pacifique. Les 6 croiseurs lourds, chacun pesant près de 15 000 tonnes et armés de canons de 203 mm, étaient disposés dans le port comme autant de forteresses flottantes. Parmi eux se trouvaient l'Atago, le Maya, le Mogami,
le Takao, le Chikuma et le Haguro, tous célèbres pour leurs exploits durant les premiers mois de la guerre du Pacifique. Ces mastodontes étaient accompagnés de 3 croiseurs légers, dont l'Agano, ainsi que d'une dizaine de destroyers vigilants qui assuraient la défense rapprochée. Certains navires étaient en train de se ravitailler en carburant, d'autres restaient à l'ancre, leurs équipages vaquant aux tâches matinales, sans se douter de la tornade qui allait s'abattre sur eux dans quelques instants. La visibilité était idéale, le ciel dégagé permettant aux pilotes de voir jusqu'à 80 km à la ronde, et les conditions météorologiques étaient parfaites pour le type d'attaque qu'ils s'apprêtaient à lancer. Caldwell ordonna à ses escadrilles de prendre de l'altitude et de contourner le port par le nord, afin de plonger directement sur les navires depuis le soleil levant, aveuglant ainsi les artilleurs ennemis. Cette manœuvre, qui nécessitait 7 minutes supplémentaires de vol, permit aux Japonais de détecter l'approche de la formation américaine et de lancer immédiatement leurs intercepteurs. En quelques instants, 70 chasseurs Zéro décollèrent des 5 aérodromes entourant Rabaul: Tobera, Lakunai, Vunakano, Rapopo et un 5e terrain plus modeste. Leurs moteurs rugissant alors qu'ils grimpaient vers les nuages pour intercepter les intrus. Ces pilotes japonais, parmi les meilleurs du pays, avaient été renforcés par des aviateurs d'élite venus des porte-avions de la flotte combinée lors de l'opération Aero, déployée quelques jours auparavant pour renforcer la défense de Rabaul. Leur présence allait compliquer considérablement la tâche des Américains. Alors que les 2 formations convergeaient dans le ciel tropical, les L4 engagèrent les premiers Zéros qui tentaient de stopper l'avancée des bombardiers. Les combats aériens qui s'ensuivirent furent d'une violence inouïe, les chasseurs tournoyant dans tous les sens, cherchant à prendre l'avantage sur leurs adversaires. Les pilotes américains, bien que moins expérimentés que leurs homologues japonais, bénéficiaient d'un avantage technologique décisif. Leurs L4 étaient plus robustes, mieux armés et capables d'encaisser des dégâts considérables sans s'effondrer. Les Zero, malgré leur agilité légendaire, souffraient de leur fragilité et de l'absence de blindage protégeant leur réservoir de carburant, ce qui les rendait vulnérables aux salves des mitrailleuses américaines de 12 mm 7. Pendant que les chasseurs s'affrontaient dans le ciel, les bombardiers en piqué Dauntless et les torpilleurs Avenger fonçaient vers leurs objectifs. Les équipages des navires japonais avaient ouvert un feu nourri depuis leurs batteries antiaériennes, transformant le ciel au-dessus de Simpson Harbor en un véritable enfer de traceurs lumineux, d'explosions et de fumée noire. Les canons anti-aériens de 25 mm, 40 mm et même 127 mm crachaient des milliers d'obus par minute, créant un rideau de feu presque impénétrable. Pourtant, les pilotes américains ne flanchèrent pas. Ils plongèrent à travers ce déluge de métal, ajustant leur trajectoire au dernier moment pour larguer leurs bombes de 225 kg directement sur les ponts des croiseurs ennemis. Le Maya fut l'un des premiers navires à encaisser un coup direct. Une bombe de 225 kg transperça son pont blindé et explosa dans l'une de ses salles des machines, provoquant un incendie massif qui tua 70 hommes d'équipage instantanément. Des flammes géantes jaillirent de la coque éventrée, léchant les superstructures du navire et forçant les marins à évacuer les postes de combat les plus exposés. Le capitaine du Maya, réalisant que son bâtiment était gravement endommagé, ordonna de couper les amarres et de quitter le port au plus vite pour éviter d'autres impacts. Mais la manœuvre était périlleuse, alors que les bombardiers continuaient à pleuvoir du ciel. Non loin de là, l'Atago subit 3 quasi-impacts de bombes qui explosèrent à quelques mètres de sa coque, provoquant des voies d'eau massives et tuant 22 marins, dont son capitaine. Les explosions sous-marines soulevèrent le navire hors de l'eau avant de le laisser retomber lourdement, endommageant gravement ses turbines et ses systèmes de propulsion. Le Mogami, quant à lui, fut touché par une bombe qui déclencha un incendie furieux à bord, faisant 19 victimes parmi son équipage. Le Takao reçut 2 bombes directes qui ravagèrent ses ponts supérieurs et tuèrent 23 hommes, le laissant dans un état critique. Seul le Chikuma s'en sortit relativement indemne, grâce aux manœuvres habiles de son capitaine qui parvint à esquiver la plupart des attaques, bien que plusieurs quasi-impacts aient secoué violemment le navire. Les Avengers, pendant ce temps, lançaient leurs torpilles contre les destroyers et les cargos qui tentaient de fuir le port. Volant à très basse altitude pour éviter les tirs anti-aériens, les pilotes devaient maintenir une trajectoire parfaitement stable pendant les dernières secondes avant le largage, malgré les explosions tout autour d'eux et les balles qui criblaient leurs appareils.
Plusieurs Avengers furent touchés et s'écrasèrent dans la baie, leurs équipages n'ayant aucune chance de survivre. D'autres parvinrent à larguer leurs torpilles avant de s'éloigner en rase-motte, zigzagant entre les colonnes de fumée et les geysers d'eau provoqués par les obus anti-aériens. 3 destroyers furent endommagés par ces attaques à la torpille, réduisant encore davantage la capacité opérationnelle de la flotte japonaise. Au bout de 20 minutes d'assaut ininterrompu, les pilotes américains avaient épuisé leurs munitions et leurs bombes. Caldwell donna l'ordre de se regrouper et de mettre le cap sur les porte-avions, situés à plus de 350 km au sud. Les escadrilles reformèrent tant bien que mal leur formation, comptant leurs pertes en vol. 6 Hellcat manquaient à l'appel, tout comme 8 Avenger, certains abattus par la défense anti-aérienne, d'autres descendus par les Zéros durant les combats aériens. 14 hommes d'équipage avaient péri dans l'assaut, un prix relativement modeste compte tenu de l'intensité de la défense japonaise et de la puissance de feu déployée contre eux. Alors que les Américains s'éloignaient vers le sud, une seconde vague d'attaque se préparait déjà. 1 heure après le départ des appareils embarqués, 27 bombardiers lourds B-24 Liberator de la 5e force aérienne, escortés par 58 chasseurs P-38 Lightning, arrivèrent au-dessus de Rabaul pour achever le travail commencé par leurs camarades de la Navy. Ces bombardiers quadrimoteurs, capables de transporter plusieurs tonnes de bombes chacun, se concentrèrent sur les navires encore en état de naviguer et sur les installations portuaires. Les défenses japonaises, déjà épuisées par le premier assaut, eurent du mal à répondre efficacement à cette nouvelle attaque. Les explosions se succédèrent dans le port, soulevant d'immenses colonnes d'eau et de débris. Lorsque les B-24 quittèrent enfin la zone, 6 des 7 croiseurs lourds japonais présents à Rabaul étaient hors de combat, certains gravement endommagés au point de nécessiter des mois de réparation. La menace que représentait cette flotte pour les troupes alliées débarquées à Bougainville venait d'être neutralisée en l'espace de quelques heures. Les premiers Zéros décollèrent de Vunakanao à 9 h du matin, suivis quelques minutes plus tard par des vagues successives depuis Tobera, Lakunai et Rapopo. Les moteurs Sakae de 950 chevaux rugissaient alors que les chasseurs grimpaient rapidement vers 5000 mètres d'altitude, formant une armada aérienne imposante qui s'élançait vers le sud en direction des porte-avions ennemis. Les pilotes savaient que leur mission serait périlleuse car ils devraient affronter non seulement les chasseurs de couverture des navires américains, mais aussi la redoutable défense anti-aérienne des croiseurs et destroyers d'escorte. Pourtant, aucun d'entre eux n'hésita, galvanisé par l'espoir de porter un coup décisif à la flotte ennemie et de venger leurs camarades tombés lors de l'attaque matinale. Pendant ce temps, à bord du USS Saratoga, les opérateurs radars détectèrent l'approche de la formation japonaise alors qu'elle se trouvait encore à 140 km de distance. L'amiral Sherman, commandant la Task Force 38, ordonna immédiatement le déclenchement du plan de défense aérienne baptisé Combat Air Patrol. 48 Hellcat, qui venaient tout juste de se poser après l'attaque sur Rabaul, reçurent l'ordre de redécoller en urgence, malgré la fatigue de leurs pilotes et la nécessité de ravitailler rapidement en carburant et en munitions. Les mécaniciens de pont travaillèrent à un rythme frénétique, pompant l'essence dans les réservoirs des chasseurs, tout en chargeant simultanément les caisses de munitions de 12 mm 7 dans les mitrailleuses des ailes. En moins de 15 minutes, les Hellcat roulaient déjà sur les ponts d'envol, catapultés les uns après les autres dans le ciel, où ils prirent rapidement de l'altitude pour intercepter les Japonais avant qu'ils n'atteignent les porte-avions. La rencontre entre les deux formations eut lieu à 90 km au nord de la Task Force, dans un ciel parsemé de nuages cumulus qui offrait une couverture idéale pour les embuscades. Les pilotes américains, dirigés par le lieutenant-commandant James Flatley, adoptèrent une tactique agressive, consistant à plonger sur les bombardiers japonais tout en laissant une partie des Hellcat au-dessus pour contrer les Zéros d'escorte. Les premiers engagements furent d'une violence extrême, les chasseurs fonçant les uns vers les autres à des vitesses dépassant 600 km/h, leurs mitrailleuses crachant des rafales mortelles. Les Zéros, bien que plus agiles, souffrirent de leur fragilité structurelle face aux salves dévastatrices des Hellcat qui disposaient de 6 mitrailleuses lourdes contre seulement 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7 mm 7 pour les chasseurs japonais.
Le sous-lieutenant Sekizen Shibayama, un as de la chasse japonaise crédité de 13 victoires aériennes, engagea un duel acharné contre un L-4 piloté par le lieutenant Alexander Smith du escadron de chasse 9 embarqué sur l'USS Essex. Les deux appareils tournoyèrent pendant plusieurs minutes dans un balai mortel, chacun cherchant à prendre l'avantage sur l'autre. Shibayama, exploitant la maniabilité supérieure de son Zéro, parvint à se placer derrière son adversaire et ouvrit le feu, touchant l'appareil américain au niveau de l'aile droite. Smith, sentant son avion vibrer sous l'impact des projectiles, exécuta un tonneau brutal suivi d'une chandelle vertigineuse qui prit le pilote japonais par surprise. Profitant de ce moment d'hésitation, Smith plongea sur le Zéro et déchargea une longue rafale qui criblait le moteur et le cockpit de balles. Shibayama, touché au genou par un éclat, perdit momentanément le contrôle de son appareil qui commença à perdre de l'altitude en fumant abondamment. Réalisant qu'il ne pourrait pas rejoindre Rabaul, le pilote japonais dirigea son Zéro endommagé vers Simpson Harbor où il amérit en catastrophe avant d'être secouru par un patrouilleur japonais quelques minutes plus tard. Les combats aériens se poursuivirent pendant près de 40 minutes, transformant le ciel en un chaos de fumée, de traceurs lumineux et d'avions en flammes. Les bombardiers japonais, privés de leur escorte de chasseurs qui étaient occupés à affronter les Hellcat, tentèrent désespérément d'atteindre les porte-avions américains pour larguer leurs torpilles. Mais la défense aérienne américaine, remarquablement organisée et dirigée par les contrôleurs aériens embarqués qui coordonnaient les interceptions grâce au radar, abattit méthodiquement les appareils ennemis avant qu'ils ne puissent menacer sérieusement les navires de guerre. Un groupe de 7 torpilleurs Nakajima parvint néanmoins à percer les lignes de défense et à foncer vers le USS Princeton, volant à très basse altitude pour échapper aux chasseurs. Les artilleurs anti-aériens des croiseurs d'escorte ouvrirent un feu nourri, créant un rideau de métal devant les bombardiers japonais qui durent zigzaguer violemment pour éviter les explosions. 4 des 7 appareils furent abattus avant d'avoir pu larguer leurs torpilles, leurs épaves s'écrasant dans la mer dans de gigantesques gerbes d'eau. Les 3 survivants réussirent à lancer leurs armes, mais les torpilles passèrent toutes à côté de leur cible, le Princeton ayant exécuté un virage serré à pleine puissance pour éviter les projectiles. À bord du Saratoga, les servants de la défense anti-aérienne scrutaient le ciel avec anxiété, prêts à faire feu sur tout appareil ennemi qui s'approcherait trop près. Les canons de 127 mm et de 40 mm étaient pointés vers le nord, leur servant les mains crispées sur les manettes de tir. Soudain, 2 bombardiers en piqué Aichi émergèrent d'un nuage épais et plongèrent sur le porte-avions sous un angle de 70 degrés, leurs sirènes hurlantes ajoutant une note terrifiante à l'attaque. Les artilleurs américains ouvrirent immédiatement le feu, lançant des centaines d'obus par minute vers les assaillants. Le premier bombardier fut touché de plein fouet à mi-course de son piquet et explosa dans une boule de feu orange, ses débris retombant dans la mer à quelques centaines de mètres du navire. Le second appareil, miraculeusement épargné par les tirs, continua sa descente vertigineuse et largua sa bombe de 250 kg avant de redresser brutalement à moins de 300 mètres du pont d'envol. La bombe manqua sa cible de justesse, explosant dans l'eau à tribord du Saratoga et provoquant une énorme colonne d'eau qui retomba sur le pont, trempant les marins de quart. Le bombardier japonais, criblé de balles lors de sa remontée, s'éloigna en laissant une traînée de fumée noire avant de s'écraser en mer quelques kilomètres plus loin. Au bout d'une heure de combats acharnés, les survivants de la formation japonaise, ayant épuisé leurs munitions et leur carburant, mirent le cap sur Rabaul. Sur les 120 appareils lancés, 35 ne rentrèrent jamais à la base, abattus par les chasseurs américains ou par la défense anti-aérienne des navires. Les pertes humaines furent considérables pour les Japonais. 47 pilotes et membres d'équipage périrent dans l'océan, certains noyés après s'être éjectés de leurs appareils en flammes, d'autres tués directement dans les combats aériens. Du côté américain, les pertes furent nettement plus légères, avec seulement 6 L-4 abattus et 8 pilotes disparus, dont 3 furent récupérés par des sous-marins de sauvetage quelques jours plus tard. L'échec de la contre-attaque japonaise démontra de manière éclatante la supériorité croissante de l'aviation embarquée américaine, tant sur le plan tactique que technologique. Les L-4, avec leur robustesse, leur puissance de feu et leur radio permettant une coordination efficace,
avait prouvé qu'il pouvait tenir tête aux meilleurs pilotes japonais, même dans des conditions défavorables. Pendant ce temps, dans le port de Simpson à Rabaul, les commandants japonais établissaient un bilan catastrophique de la journée. Sur les 7 croiseurs lourds présents le matin même, 6 étaient hors de combat pour des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. La Tago, avec ses compartiments inondés et ses machines endommagées, devrait être remorquée jusqu'à la base navale de Truk pour des réparations d'urgence. Le Maya, dont la salle des machines numéro 2 était complètement détruite par l'explosion d'une bombe de 225 kg, risquait de rester immobilisé pendant au moins 4 mois. Le Mogami, en proie aux flammes durant plusieurs heures, avait vu ses superstructures arrière entièrement ravagées. Le Takao présentait 2 trous béants dans sa coque et gîtait dangereusement sur tribord, malgré les efforts désespérés de ses équipes de réparation pour contenir les voies d'eau. Seul le Tikuma, miraculeusement épargné par les bombes américaines, demeurait en état de naviguer et de combattre. Mais un seul croiseur lourd ne suffisait pas à menacer sérieusement les forces alliées déployées dans la région. Le 6 novembre au matin, alors que le jour se levait sur les eaux tourmentées du Pacifique Sud, l'état-major japonais prit la décision d'évacuer la quasi-totalité de ses navires de guerre de Rabaul pour les mettre à l'abri des raids aériens qui ne manqueraient pas de se répéter dans les jours suivants. Les croiseurs endommagés, certains remorqués par des destroyers, d'autres avançant péniblement sur leurs machines diminuées, prirent la route de Truk, située à plus de 1500 km au nord-ouest. Cette retraite précipitée marquait la fin de Rabaul en tant que base navale majeure de la flotte impériale japonaise dans le Pacifique Sud. Désormais, le port ne servirait plus que de point d'appui pour les sous-marins et les petites unités de surface, tandis que les forces principales se retireraient vers des bases plus éloignées et mieux protégées du rayon d'action des bombardiers alliés. Cette évacuation eut des conséquences stratégiques considérables pour la suite de la campagne du Pacifique. Le 1er novembre, soit 4 jours avant l'attaque sur Rabaul, les Marines américains de la 3e division avaient débarqué sur les plages de la baie Empress Augusta à Bougainville, la plus grande des îles Salomon encore contrôlée par les Japonais. Ce débarquement, baptisé Opération Cherry Blossom, visait à établir une tête de pont permettant la construction d'aérodromes d'où les bombardiers alliés pourraient frapper Rabaul et les autres bases japonaises de l'archipel Bismarck. Les planificateurs américains savaient que les Japonais tenteraient de riposter en lançant leurs forces navales contre les navires de transport et les croiseurs d'escorte qui protégeaient le débarquement. C'était précisément pour neutraliser cette menace que l'amiral Halsey avait ordonné l'attaque sur Rabaul, acceptant de prendre des risques considérables en engageant ses précieux porte-avions contre une base terrestre puissamment défendue. Le pari de Halsey fut couronné de succès. Les croiseurs japonais, paralysés par les dégâts subis lors du raid du 5 novembre, ne purent intervenir contre le débarquement de Bougainville. Les troupes américaines purent donc s'établir solidement sur l'île et commencer la construction des aérodromes prévus sans subir l'assaut d'une flotte de surface ennemie. Quelques semaines plus tard, ces aérodromes entrèrent en service et devinrent les bases d'opération pour une campagne de bombardement systématique de Rabaul qui dura plusieurs mois. À partir de décembre 1943, des dizaines de bombardiers lourds B-24 et B-25, escortés par des chasseurs P-38, frappèrent quotidiennement les installations portuaires, les aérodromes et les dépôts de ravitaillement japonais, rendant progressivement la base inutilisable. L'attaque du 5 novembre eut également des répercussions importantes sur la doctrine d'emploi des porte-avions au sein de la marine américaine. Avant cette opération, les amiraux restaient extrêmement réticents à engager leurs précieux navires contre des bases terrestres, considérant que l'aviation basée à terre bénéficiait d'avantages décisifs en termes de puissance de feu, d'autonomie et de capacité de régénération. Les pertes subies à la bataille de la mer de Corail et à Midway avaient renforcé cette prudence, chaque porte-avions coulé représentant un investissement colossal en hommes, en matériel et en temps de construction difficilement remplaçable. Pourtant, le succès éclatant du raid sur Rabaul démontra que des porte-avions bien commandés, équipés d'appareils modernes et opérant avec l'effet de surprise, pouvaient infliger des dégâts considérables à des installations terrestres fortifiées tout en limitant leurs propres pertes à un niveau acceptable. Cette leçon fut rapidement intégrée par les planificateurs de la marine américaine qui, au cours des mois suivants, multiplièrent les opérations de ce type dans tout le Pacifique. Les porte-avions rapides de la nouvelle Task Force 58,
regroupant les navires de classe Essex et les porte-avions légers de classe Independence, lancèrent des raids dévastateurs contre les Marshall, les Carolines, les Mariannes et finalement les Philippines, détruisant méthodiquement les capacités aériennes et navales japonaises dans ces régions. Ces opérations, directement inspirées du modèle établi à Rabaul, contribuèrent de manière décisive à la reconquête du Pacifique par les forces alliées en affaiblissant considérablement la capacité de résistance japonaise avant même le déclenchement des opérations amphibies. Les Japonais, malgré leurs efforts désespérés pour maintenir la défense de Rabaul, perdaient progressivement le contrôle du ciel au-dessus de leur base. Chaque jour, des dizaines d'avions Zéro décollaient des 5 aérodromes pour tenter d'intercepter les raids alliés, mais les pertes s'accumulaient inexorablement. Les pilotes japonais, même les plus expérimentés et talentueux, ne pouvaient compenser l'écrasante supériorité numérique et technologique des forces aériennes alliées. Les L-4 et les P-38, avec leurs moteurs puissants, leur blindage efficace et leur système radio permettant une coordination tactique précise, dominaient systématiquement les combats aériens. En décembre 1943, l'aviation japonaise à Rabaul avait perdu près de 200 appareils et un nombre équivalent de pilotes, des pertes qu'il était impossible de remplacer rapidement, étant donné les contraintes logistiques croissantes auxquelles faisait face l'Empire du Soleil levant. Le 17 décembre, l'amiral William Halsey lança une nouvelle phase de la campagne contre Rabaul en ordonnant le débarquement de troupes américaines sur la côte ouest de la Nouvelle-Bretagne, à Cape Gloucester. Cette opération avait pour objectif de s'emparer des aérodromes japonais situés dans cette région et de resserrer encore davantage l'étau autour de Rabaul. Les Marines de la première division débarquèrent sous une pluie battante et s'enfoncèrent dans la jungle dense qui recouvrait l'intérieur de l'île, affrontant une résistance japonaise acharnée. Malgré les conditions climatiques épouvantables et la férocité des combats, les Américains parvinrent à prendre le contrôle des aérodromes de Cape Gloucester au bout de 3 semaines de combats sanglants. Ces nouvelles bases aériennes, situées à moins de 200 km de Rabaul, permirent d'intensifier encore les raids contre la forteresse japonaise. À partir de janvier 1944, les bombardiers alliés effectuaient en moyenne plus de 1000 sorties par semaine contre Rabaul et les autres bases de l'archipel Bismarck. Cette pression aérienne constante rendit impossible toute activité navale ou aérienne significative depuis ces bases. Les navires de surface japonais avaient tous été évacués vers Truk ou d'autres ports plus éloignés, tandis que les sous-marins, qui tentaient encore d'opérer depuis Simpson Harbor, devaient effectuer leur plongée d'urgence plusieurs fois par jour pour échapper aux bombardements. Les convois de ravitaillement qui approvisionnaient la garnison de Rabaul, forte de 90 000 hommes, subissaient des pertes tellement catastrophiques que l'état-major japonais décida finalement de ne plus envoyer de gros navires vers la base. Les approvisionnements devaient désormais être acheminés de nuit par des barges rapides qui se cachaient dans les criques isolés durant la journée pour échapper aux patrouilles aériennes alliées. En février 1944, l'amiral Mineichi Koga, qui avait succédé à Isoroku Yamamoto à la tête de la flotte combinée après la mort de ce dernier en avril 1943, prit la décision stratégique de retirer définitivement toute l'aviation embarquée encore présente dans la région de Rabaul. Les 150 appareils survivants, provenant des groupes aériens des porte-avions Zuikaku, Shokaku et Zuiho, reçurent l'ordre de se replier vers les îles Carolines, où ils seraient mieux à même de participer aux futures batailles navales que l'état-major japonais prévoyait dans le Pacifique central. Ce retrait marquait l'abandon de facto de Rabaul en tant que base offensive. Désormais, la garnison japonaise de la Nouvelle-Bretagne n'avait plus d'autre mission que de survivre et de fixer le maximum de troupes alliées pour les empêcher de participer aux opérations décisives qui se dérouleraient ailleurs dans le théâtre du Pacifique. Les Américains, de leur côté, décidèrent de ne pas lancer d'assaut terrestre contre Rabaul. Les planificateurs militaires alliés estimaient qu'une attaque amphibie contre une base aussi fortement défendue coûterait des milliers de vies et immobiliserait des forces importantes pendant plusieurs mois. Puisque la neutralisation aérienne de Rabaul avait déjà atteint les objectifs stratégiques, fixés en isolant complètement la base et en rendant impossible toute intervention japonaise contre les opérations alliées dans la région, il fut décidé de contourner purement et simplement la forteresse japonaise et de la laisser dépérir sur pied. Cette stratégie, baptisée Island Hopping ou saut de puce, consista à s'emparer uniquement des îles stratégiquement importantes
tout en isolant les autres garnisons japonaises qui, privées de ravitaillement et de renforts, ne représentaient plus une menace sérieuse. Ainsi, les 90 000 soldats japonais de Rabaul restèrent confinés sur leur île jusqu'à la capitulation du Japon en août 1945, sans avoir pu participer aux batailles décisives qui scellèrent le sort de leur pays. Ils cultivèrent des jardins potagers pour survivre, creusèrent des centaines de kilomètres de tunnels souterrains pour échapper au bombardement et attendirent une contre-offensive japonaise qui ne viendrait jamais. Lorsque les Australiens prirent finalement le contrôle de Rabaul en septembre 1945, après la reddition officielle du Japon, ils découvrirent une garnison affamée et épuisée, qui n'avait pas combattu depuis plus d'1 an, vivant dans des conditions épouvantables au fond de leurs bunkers et de leurs grottes. L'attaque du 5 novembre 1943 contre Rabaul restera dans l'histoire militaire comme l'une des opérations aéronavales les plus audacieuses et les plus réussies de la Seconde Guerre mondiale. En une seule journée, les aviateurs embarqués américains avaient neutralisé une flotte de surface ennemie considérable, protégé un débarquement amphibie crucial et démontré que les porte-avions pouvaient défier avec succès des bases terrestres fortifiées. Les leçons tactiques et opérationnelles tirées de cette bataille influencèrent profondément la conduite des opérations navales américaines durant les 2 années suivantes, contribuant de manière décisive à la victoire finale dans le Pacifique. Les équipages du Saratoga et du Princeton, ces marins et aviateurs qui avaient bravé le feu de l'enfer au-dessus de Simpson Harbor, venaient d'écrire une page glorieuse de l'histoire navale américaine, prouvant que le courage, la formation intensive et la supériorité technologique pouvaient surmonter même les défenses les plus redoutables. Si cette histoire vous a passionné, si vous avez ressenti l'adrénaline des combats aériens au-dessus du Pacifique et la tension des marins attendant le retour de leurs camarades sur les ponts des porte-avions, alors prenez un instant pour laisser un like à cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans ce récit épique de bravoure et de stratégie. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes consacrés aux grandes batailles qui ont façonné notre monde moderne. Ensemble, continuons à explorer ces moments décisifs de l'histoire où des hommes ordinaires accomplirent des exploits extraordinaires.